Pierre Hadot, éloge de Socrate. Il est très difficile et peut-être impossible de dire ce que fut le Socrate historique, bien que les faits marquants de sa vie soient bien attestés. Mais les témoignages que ses contemporains nous ont laissés à son sujet, ceux de Platon, ceux de Xénophon, ceux d'Aristophane, ont transformé, idéalisé, déformé les traits du Socrate qui vécut à Athènes à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Pourra-t-on jamais retrouver et reconstituer ce qu'il fut réellement ? Mais j'oserais dire, en un certain sens, peu importe. Car c'est sa figure idéale, telle qu'elle a été dessinée par Platon dans le Banquet, telle qu'elle a été perçue aussi par ces deux grands socratiques que furent Kierkegaard et Nietzsche, qui a joué un rôle fondateur dans notre tradition occidentale et même dans la naissance de la pensée contemporaine. Chapitre 1 – Silène. Habituellement, faire l'éloge d'un personnage, c'est énumérer des qualités tout aussi admirables les unes que les autres, c'est faire apparaître une figure harmonieuse, atteignant à la perfection dans tous les domaines. Pourtant, quand il s'agit de Socrate, même du Socrate idéalisé, créé par Platon et Xénophon, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, et c'est là le paradoxe socratique. La figure de Socrate apparaît d'emblée à celui qui la découvre comme déroutante, ambiguë, inquiétante. Le premier choc qu'elle nous réserve, c'est cette laideur physique qui est bien attestée par les témoignages de Platon, de Xénophon et d'Aristophane. Il est significatif, écrit Nietzsche, que Socrate ait été le premier grec illustre qui ait été laid. Tout est en lui excessif, bouffon, caricatural. Et Nietzsche évoque ses yeux d'écrevisse, sa bouche lipue, sa bedaine. Il se complète à raconter que le physionomiste Zopyre avait dit à Socrate qu'il était un monstre et qu'il cachait en lui les pires vices et les pires appétits. À quoi Socrate se serait contenté de répondre « Comme tu me connais bien ». Le Socrate du Banquet de Platon ressemble à un Silène, ce qui peut bien conduire à de tels soupçons. Silènes et satyres étaient dans la représentation populaire des démons hybrides, moitié animaux, moitié humains, qui formaient le cortège de Dionysos. Impudents, bouffons, paillards, ils constituaient le cœur des drames satiriques, genre littéraire dont le Cyclope d'Euripide reste un des rares témoins. Les Silènes représentent donc l'être purement naturel, la négation de la culture et de la civilisation, la bouffonnerie grotesque, la licence des instincts. Kierkegaard dira « Socrate était un kobold ». Il est vrai que cette figure de Silène n'est qu'une apparence, ainsi que nous le laisse entendre Platon, une apparence qui cache autre chose. Dans le fameux éloge de Socrate, à la fin du banquet, Alcibiade compare Socrate à ces Silènes qui, dans les boutiques des sculpteurs, servent de coffret pour déposer des figurines de dieux. Ainsi, l'aspect extérieur de Socrate, cette apparence presque monstrueuse, laide, bouffonne, impudente, n'est qu'une façade et un masque. Ceci nous conduit à un nouveau paradoxe. Après la laideur, la dissimulation. Comme dit Nietzsche, tout en lui est dissimulé, retors, souterrain. Ainsi, Socrate se masque et aussi sert de masque aux autres. Socrate se masque lui-même. C'est la fameuse ironie socratique dont nous aurons encore à dégager la signification. Socrate feint l'ignorance et l'impudence. Il passe son temps, dit Alcibiade, à faire le naïf et l'enfant avec les gens. Les mots, les phrases qui forment l'enveloppe extérieure de ses discours ressemblent à la peau d'un impudent satyre. Ses assiduités amoureuses, son air ignorant, ce sont là les dehors dont il s'enveloppe comme le Silène sculpté. Socrate a même si parfaitement réussi dans cette dissimulation qu'il s'est définitivement masqué à l'histoire. Il n'a rien écrit, il s'est contenté de dialoguer. Et tous les témoignages que nous possédons sur lui nous le cachent plus qu'ils ne nous le révèlent, précisément parce que Socrate a toujours servi de masque à ceux qui ont parlé de lui. Parce qu'il était lui-même masqué,
Socrate est devenu le prosopone, le masque de personnalités qui ont eu besoin de s'abriter derrière lui. Il leur a donné à la fois l'idée de se masquer et celle de prendre comme masque l'ironie socratique. Il y a là un phénomène extrêmement complexe par ses implications littéraires, pédagogiques et psychologiques. Le noyau originel de ce phénomène, c'est donc l'ironie de Socrate lui-même. Éternel questionneur, Socrate a mené ses interlocuteurs par d'habiles interrogations à reconnaître leur ignorance. Il les remplissait ainsi d'un trouble qui les amenait éventuellement à une remise en question de toute leur vie. Après la mort de Socrate, le souvenir de ces conversations socratiques a inspiré un genre littéraire, les logoi socratikoi, qui imitent les discussions orales que Socrate avait menées avec les interlocuteurs les plus variés. Dans ces logoi socratikoi, Socrate devient donc un prosopone, c'est-à-dire un interlocuteur, un personnage, un masque donc, si l'on se souvient de ce qu'est le prosopone du théâtre. Le dialogue socratique, tout spécialement sous la forme subtile et raffinée que Platon lui a donnée, tente à provoquer sur le lecteur un effet analogue à celui que provoquaient les discours vivants de Socrate. Le lecteur se trouve lui aussi dans la situation de l'interlocuteur de Socrate parce qu'il ne sait pas où les questions de Socrate vont le mener. Le masque, le prosopone de Socrate, déroutant et insaisissable, jette le trouble dans l'âme du lecteur et la conduit à une prise de conscience qui peut aller jusqu'à la conversion philosophique. Comme l'a bien montré Geiser, le lecteur est invité lui-même à venir se réfugier derrière le masque socratique. Dans presque tous les dialogues socratiques de Platon, il survient un moment de crise où le découragement s'empare des interlocuteurs. Ils n'ont plus confiance dans la possibilité de continuer la discussion. Le dialogue risque de se rompre. Alors, Socrate intervient. Il prend sur lui le trouble, le doute, l'angoisse des autres, les risques de l'aventure dialectique. Il renverse ainsi les rôles. S'il y a un échec, ce sera son affaire à lui. Il présente ainsi aux interlocuteurs une projection de leur propre moi. Les interlocuteurs peuvent ainsi transférer à Socrate leurs troubles personnels et retrouver la confiance dans la recherche dialectique, dans le logos lui-même. Ajoutons que, dans les dialogues platoniciens, Socrate sert de masque à Platon. Nietzsche dira de sémiotique. Comme l'a bien noté Friedlander, alors que le « je » avait fait son apparition depuis longtemps dans la littérature grecque avec Hésiode, Xénophane, Parménide, Empédocle, les sophistes, Xénophon lui-même, qui ne s'était pas privé de parler à la première personne. Platon, pour sa part, dans ses dialogues, s'efface totalement derrière Socrate et évite systématiquement l'emploi du « je ». Il y a là un rapport extrêmement subtil dont nous ne pouvons comprendre parfaitement toute la signification. Faut-il, avec Geiser et Kramer, supposer que Platon distinguait soigneusement entre son propre enseignement oral et secret, réservé aux membres de l'Académie, et les dialogues écrits, dans lesquels, utilisant le masque de Socrate, il exhortait ses lecteurs à la philosophie? Ou bien, faut-il admettre que Platon utilise la figure de Socrate pour présenter sa doctrine avec une certaine distance, une certaine ironie? Quoi qu'il en soit, cette situation originelle a marqué fortement la conscience occidentale, et lorsque des penseurs ont été conscients et effrayés du renouvellement radical qu'ils apportaient, ils ont, à leur tour, utilisé un masque et, de préférence, le masque ironique de Socrate, pour affronter leurs contemporains. Dans ses Sokratische Denkwürdigkeiten, au XVIIIe siècle, Hamann fait l'éloge de Socrate, comme il le dit lui-même, mimetisé, c'est-à-dire en prenant lui-même le masque de Socrate, le rationaliste pur aux yeux des philosophes du XVIIIe siècle, pour laisser entrevoir derrière ce masque une figure prophétique du Christ. Ce qui, chez Hamann, n'est qu'un procédé passager, devient attitude fondamentale et existentielle chez Kierkegaard. Cette attitude se manifeste chez lui tout d'abord par le procédé de la pseudonymie.
On sait que la plus grande partie de l'œuvre de Kierkegaard a été publiée sous des pseudonymes. Victor Eremita, Johannes Climacus, etc. Il ne s'agit pas d'un artifice d'éditeur. Ces pseudonymes correspondent à des niveaux esthétiques, éthiques, religieux, où est censé se situer l'auteur qui va parler successivement du christianisme en esthéticien, puis en moraliste, afin de faire prendre conscience à ses contemporains du fait qu'ils ne sont pas chrétiens. Il se recouvre du masque de l'artiste et du moraliste demi-croyant pour parler de ses plus profondes croyances. Kierkegaard est parfaitement conscient du caractère socratique du procédé. Du point de vue global de l'œuvre entière, la production esthétique est une fraude où les ouvrages pseudonymes prennent leur sens profond. Une fraude, que c'est laid. À quoi je réponds de ne pas se laisser abuser par le mot. On peut tromper un homme en vue du vrai et, pour appeler le vieux Socrate, le tromper pour l'amener au vrai. C'est même la seule manière quand il est victime d'une illusion. Il s'agit de faire sentir au lecteur son erreur, non pas en la réfutant directement, mais en l'exposant de telle manière que son absurdité lui apparaisse clairement. C'est tout à fait socratique. Mais en même temps, par la pseudonymie, Kierkegaard donne la parole à tous les personnages qui sont en lui. Il objective ainsi ses différents moi sans se reconnaître en aucun, comme Socrate, par ses habiles questions, objective le moi de ses interlocuteurs sans se reconnaître en eux. Kierkegaard écrit « Ma mélancolie a fait que, pendant des années, je n'ai pas pu me dire « toi » à moi-même. Entre la mélancolie et ce « toi » résidait tout un monde de fantaisie. Je l'ai épuisé en partie dans mes pseudonymes. » Mais Kierkegaard ne se contente pas de se masquer derrière des pseudonymes. Son vrai masque, c'est l'ironie socratique elle-même. C'est Socrate lui-même. « Ô Socrate, ton aventure est la mienne. Je suis seul. Ma seule analogie est Socrate. Ma tâche est une tâche socratique. » Kierkegaard appelait cette méthode socratique méthode de communication indirecte. Nous la retrouvons chez Nietzsche. C'est à ses yeux la méthode du grand éducateur. Un éducateur ne dit jamais ce qu'il pense, mais toujours et exclusivement ce qu'il pense d'une chose quant à son utilité pour celui qui l'éduque. Cette dissimulation, il ne faut pas qu'on la devine. Méthode justifiée par la mission transcendante de l'éducateur. Tout esprit profond a besoin d'un masque. Bien plus, un masque se forme perpétuellement autour de tout esprit profond grâce à l'interprétation continuellement fausse, c'est-à-dire plate, donnée à toutes ses paroles, à toutes ses démarches, à toutes les manifestations de sa vie. À cette théorie du masque, le masque du silène socratique sert de modèle. Tel était, je crois, écrit Nietzsche dans les textes inédits de la dernière période de sa vie, tel était, je crois, le charme diabolique de Socrate. Il avait une âme, mais par derrière, une autre encore, et par derrière encore, une autre. Dans la première, Xénophon s'installe pour dormir. Dans la deuxième, Platon. Dans la troisième, encore Platon. Mais Platon avec sa seconde âme à lui. Platon, à son tour, est un homme tout plein d'arrière-cavernes et de façades. Comme chez Kierkegaard, il y a là chez Nietzsche une nécessité pédagogique, mais aussi un besoin psychologique. Il existe des hommes, et Nietzsche en fait partie, qui ne veulent pas qu'on les voie autrement qu'à moitié voilés par d'autres. Il y a là beaucoup de sagesse. Ainsi Nietzsche, comme il le reconnaît lui-même dans l'Ecce Homo, a pris pour masque, en écrivant ses considérations inactuelles, ses maîtres Schopenhauer et Wagner. Comme Platon, nous dit-il, s'est servi de Socrate comme sémiotique. Il y a en effet un rapport comparable à celui qui existe entre Socrate et Platon. Nietzsche parle d'un Wagner idéal et d'un Schopenhauer idéal, qui ne sont autres que Nietzsche lui-même. Et précisément, comme l'a bien montré Bertram, un des masques de Nietzsche, c'est certainement Socrate lui-même,
Socrate qu'il poursuit de la même haine amoureuse que Nietzsche éprouve contre Nietzsche. Socrate qui, dit-il, lui tient de si près qu'il doit le combattre presque constamment. En Socrate, Nietzsche déteste le Nietzsche qui dissout le mythe pour mettre à la place des dieux la connaissance du bien et du mal. Le Nietzsche qui ramène les esprits aux choses humaines, trop humaines, et il jalouse en Socrate ce qu'il voudrait être lui-même, le séducteur, l'éducateur, le conducteur des âmes. Nous aurons à reparler de cette haine amoureuse. Ce masque socratique, c'est le masque de l'ironie. Si nous examinons les textes de Platon, d'Aristote ou de Théophraste, dans lesquels apparaît le mot eironeia, nous pouvons en déduire que l'ironie est une attitude psychologique selon laquelle l'individu cherche à paraître inférieur à ce qu'il est. Il se déprécie lui-même. Dans l'usage et l'art du discours, cette disposition se manifeste par une tendance à feindre de donner raison à l'interlocuteur, à feindre d'adopter le point de vue de l'adversaire. La figure rhétorique de l'eironeia consistera donc à employer des mots ou à développer des discours que l'auditeur s'attendrait plutôt à trouver dans la bouche de l'adversaire. C'est bien ainsi que se présente l'ironie socratique. Socrate, se dépréciant lui-même, nous dit Cicéron, concédait plus qu'il ne fallait aux interlocuteurs qu'il voulait réfuter. Ainsi, pensant une chose et en disant une autre, il prenait plaisir à user habituellement de cette dissimulation que les Grecs appellent ironie. Il s'agit donc d'une feinte autodépréciation qui consiste tout d'abord à se faire passer extérieurement pour quelqu'un de tout à fait ordinaire et superficiel. Comme le dit Alcibiade dans son éloge de Socrate, ces discours sont on ne peut plus semblables à ces silènes qui s'entr'ouvrent. Qu'on veuille bien les écouter, à la première impression, on ne manquera pas sans doute de les trouver absolument ridicules. Ils nous parlent d'ânes bâtés, de forgerons, de cordonniers, de corroyeurs. Il a l'air de répéter toujours la même chose, si bien qu'il n'y a au monde pas d'ignorants ou d'imbéciles qui ne fassent de ces discours un objet de dérision. Banalité des sujets, banalité aussi des interlocuteurs. Il cherche et trouve ses auditeurs sur les marchés, dans les palestres, dans les ateliers d'artisans, dans les boutiques. C'est un homme de la rue. La médiocrité, dira Nietzsche, est le masque le plus heureux que puisse porter l'esprit supérieur. Socrate parle, discute, mais refuse d'être considéré comme un maître. Quand des gens venaient à lui, remarque Épictète, pour lui demander de les introduire auprès d'autres philosophes, il le faisait volontiers et acceptait de bon cœur de n'être pas lui-même remarqué. Si Socrate refuse d'être considéré comme un maître, et ici nous touchons au cœur de l'ironie socratique, s'il refuse d'enseigner, c'est qu'il n'a rien à dire, qu'il n'a rien à communiquer, pour la bonne et simple raison qu'il ne sait rien, ainsi qu'il le proclame fréquemment. N'ayant rien à dire, n'ayant pas de thèse à défendre, Socrate ne peut qu'interroger, tout en refusant lui-même de répondre aux questions. « Voilà bien ton eironeia habituelle, s'écrie le Trisiamaque du premier livre de la République. Je le savais bien, je l'avais prédit. Tu refuses de répondre aux questions, tu trouves des échappatoires. » Aristote décrit encore plus clairement la situation. Socrate prenait toujours le rôle de l'interrogateur, jamais du répondant, car il avouait ne rien savoir. Évidemment, nous ne pouvons savoir exactement comment se sont déroulées les discussions de Socrate avec les Athéniens. Les dialogues de Platon, même les plus socratiques, n'en sont qu'une imitation doublement affaiblie. Tout d'abord, ils sont écrits et non parlés. Et comme l'a remarqué Hegel, dans le dialogue écrit, les réponses sont entièrement sous le contrôle de l'auteur. Mais trouver dans la réalité des gens qui répondent de cette manière est autre chose. De plus, on peut reconnaître dans les dialogues platoniciens, sous le charme de la fiction littéraire, la trace des exercices scolaires de l'académie platonicienne. Aristote a codifié dans cette topique les règles de ces joutes dialectiques. Dans ces exercices d'argumentation, questionneurs et répondants avaient un rôle bien déterminé,
et les règles de cet escrime intellectuel étaient définies avec rigueur. Nous n'avons pas à chercher ce qui, historiquement, peut être proprement socratique dans les discussions rapportées par Platon, mais nous avons à dégager la signification de l'ironie socratique telle que la tradition l'a connue, les mouvements de la conscience auxquels elle correspond. Otto Appelt a bien caractérisé le mécanisme de l'ironie socratique, Spaltung und Verdopplung. Socrate se dédouble pour couper l'adversaire en deux. Socrate se dédouble. Il y a d'un côté le Socrate qui sait à l'avance comment va finir la discussion, mais il y a de l'autre le Socrate qui va faire le chemin, tout le chemin dialectique avec son interlocuteur. Ce dernier ne sait pas où Socrate le mène. C'est là l'ironie. Socrate, faisant chemin avec son interlocuteur, exige sans cesse un accord total de son partenaire. Prenant comme point de départ la position de ce partenaire, il lui fait admettre peu à peu toutes les conséquences de cette position. En exigeant à chaque instant cet accord, qui est fondé sur les exigences rationnelles du discours sensé, du logos, il objective la démarche commune et il conduit l'interlocuteur à reconnaître que sa position initiale était contradictoire. En général, Socrate choisit comme thème de discussion l'activité qui est familière à son interlocuteur, et il cherche à définir avec lui le savoir pratique qui est requis pour exercer cette activité. Le général doit savoir combattre courageusement. Le devin doit savoir se comporter avec piété à l'égard des dieux. Et voilà qu'au bout du chemin, le général ne sait plus du tout ce qu'est le courage. Le devin ne sait plus du tout ce qu'est la piété. L'interlocuteur se rend compte alors qu'il ne sait pas vraiment pourquoi il agit. Tout son système de valeurs lui paraît brusquement sans fondement. Jusque-là, il s'identifiait en quelque sorte à ce système de valeurs qui commandait sa manière de parler. Maintenant, il s'oppose à lui. L'interlocuteur est donc coupé en deux. Il y a l'interlocuteur tel qu'il était avant la discussion avec Socrate, et il y a l'interlocuteur qui, dans leur constant accord mutuel, s'est identifié à Socrate et désormais n'est plus ce qu'il était auparavant. Le point absolument capital dans cette méthode ironique est le chemin parcouru ensemble par Socrate et son interlocuteur. Socrate feint de vouloir apprendre quelque chose de son interlocuteur. C'est là que réside exactement l'autodépréciation ironique. Mais en fait, alors qu'il semble s'identifier avec son interlocuteur, entrer totalement dans son discours, c'est finalement l'interlocuteur qui, inconsciemment, entre dans le discours de Socrate, s'identifie à Socrate, c'est-à-dire, ne l'oublions pas, à l'aporie et au doute, car Socrate ne sait rien, il sait seulement qu'il ne sait rien. À la fin de la discussion, l'interlocuteur n'a donc rien appris. Il ne sait même plus rien du tout. Mais pendant tout le temps de la discussion, il a expérimenté ce qu'est l'activité de l'esprit. Mieux encore, il a été Socrate lui-même, c'est-à-dire l'interrogation, la mise en question, le recul par rapport à soi, c'est-à-dire finalement la conscience. Tel est le sens profond de la maïeutique socratique. On sait que dans le Théétète, Socrate raconte qu'il a le même métier que sa mère. Elle était sage-femme et assistait aux naissances corporelles. Lui est l'accoucheur des esprits. Il les assiste dans leur naissance. Lui-même n'engendre rien, puisqu'il ne sait rien. Il aide seulement les autres à s'engendrer eux-mêmes. Cette maïeutique socratique renverse totalement les rapports entre maître et disciple, comme l'a bien vu Kierkegaard. Être maître, ce n'est pas trancher à coups d'affirmations, ni donner des leçons à apprendre, etc. Être maître, c'est vraiment être disciple. L'enseignement commence quand toi, maître, tu apprends du disciple, quand tu t'installes dans ce qu'il a compris, dans la manière dont il a compris. Le disciple est l'occasion pour le maître de se comprendre lui-même. Le maître est l'occasion pour le disciple de se comprendre lui-même. À sa mort, le maître n'a rien à prétendre sur l'âme du disciple, pas plus que le disciple sur celle de son maître.
La meilleure façon de comprendre Socrate, c'est justement de comprendre qu'on ne lui doit rien. C'est cela que préfère Socrate et qu'il est beau d'avoir pu préférer. Nous touchons à l'une des significations possibles de l'énigmatique profession de foi de Socrate. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Elle peut vouloir dire en effet, Socrate ne possède aucun savoir transmissible. Il ne peut faire passer des idées de son esprit dans l'esprit d'autrui. Comme le dit le Socrate du banquet de Platon, « Quel bonheur ce serait, Agathon, si le savoir était chose de telle sorte que, dans ce qui est plus plein, il pût couler dans ce qui est le plus vide. » Dans les Mémorables de Xénophon, Hippias dit à Socrate, « Au lieu de questionner toujours sur la justice, il vaudrait mieux nous dire une bonne fois ce que c'est. » À quoi Socrate répond, « À défaut de la parole, je fais voir ce qu'est la justice par mes actes. » Socrate, il est vrai, est un passionné de la parole et du dialogue. Mais c'est qu'il veut tout aussi passionnément montrer les limites du langage. On ne comprendra jamais la justice si on ne la vit pas. Comme toute réalité authentique, la justice est indéfinissable. C'est précisément ce que Socrate veut faire comprendre à son interlocuteur pour l'inviter à vivre la justice. La mise en question du discours mène en fait à une mise en question de l'individu qui doit décider si, oui ou non, il prendra la résolution de vivre selon la conscience et la raison. Comme dit un interlocuteur de Socrate, il nous entraîne dans un circuit de discours sans fin, jusqu'à ce qu'on en vienne à devoir rendre raison de soi-même, aussi bien quant à la manière dont on vit présentement, qu'à celle dont on a vécu son existence passée. L'individu est ainsi remis en question dans les fondements mêmes de son action. Il prend conscience du problème vivant qu'il est lui-même pour lui-même. Toutes les valeurs sont ainsi renversées et l'intérêt qu'on leur accordait. Je n'ai nul souci, dit Socrate dans l'Apologie de Socrate rédigée par Platon, je n'ai nul souci de ce dont se soucient la plupart des gens. Affaires d'argent, administration des biens, charge de stratège, succès oratoires en public, magistrature, coalition, faction politique. Je me suis engagé non dans cette voie, mais dans celle où, à chacun de vous en particulier, je ferai le plus grand bien, en essayant de lui persuader de se préoccuper moins de ce qu'il a que de ce qu'il est, pour se rendre aussi excellent et raisonnable que possible. Par cet appel à l'être de l'individu, la démarche socratique est existentielle. C'est pourquoi, chacun à sa manière, Kierkegaard et Nietzsche ont voulu la répéter. Cette mise en question de l'individu, ce « prends souci de toi-même » que Socrate répète inlassablement, comment ne pas les retrouver dans ce texte de Nietzsche où, décrivant l'homme selon Schopenhauer, il le montre isolé au milieu de l'inconscience de ses contemporains. Sous 100 masques divers, jeunes gens, adultes, vieillards, pères, citoyens, prêtres, fonctionnaires, marchands, font la parade et ne songent qu'à la comédie qu'ils donnent tous ensemble, sans penser le moins du monde à eux-mêmes. À la question « Pourquoi vivez-vous » ils répondraient aussitôt avec orgueil « Pour devenir un bon citoyen, un savant, un homme d'État ». Toutes les institutions humaines ne sont-elles pas destinées à empêcher les hommes de sentir leur vie grâce à la dispersion constante de leurs pensées ? La hâte est générale parce que tous veulent s'échapper à eux-mêmes. Déjà, l'Alcibiade du banquet disait « Socrate me contraint à m'avouer à moi-même que, alors que je suis déficient sur tant de points, je persiste à ne pas me soucier de moi-même et à m'occuper seulement des affaires des Athéniens. » On entrevoit ici la portée politique de ce renversement des valeurs, de ce changement des normes directrices de la vie. Le souci de la destinée individuelle ne peut manquer de provoquer un conflit avec la cité. Ce sera le sens profond du procès et de la mort de Socrate. L'ironie socratique devient dramatique lorsque nous la voyons, grâce au témoignage de l'Apologie de Socrate, s'exercer aux dépens des accusateurs du philosophe et provoquer, en quelque sorte, sa condamnation à mort. C'est là, précisément,
le sérieux de l'existence dont parle Kierkegaard. Le mérite de Socrate, à ses yeux, c'est d'avoir été un penseur existant, non un philosophe spéculatif qui oublie ce que c'est d'exister. La catégorie fondamentale de l'existence pour Kierkegaard, c'est l'individu, c'est l'unique, la solitude de la responsabilité existentielle. Pour lui, Socrate en a été l'inventeur. Nous retrouvons ici l'une des raisons profondes de l'ironie socratique. Le langage direct est impuissant à communiquer l'expérience de l'exister, la conscience authentique de l'être, le sérieux du vécu, la solitude de la décision. Parler, c'est être condamné doublement à la banalité. Tout d'abord, il n'y a pas de communication directe de l'expérience existentielle. Toute parole est banale. Et d'autre part, la banalité, sous la forme de l'ironie, peut permettre la communication indirecte. Comme dit Nietzsche, je crois sentir que Socrate était profond. Son ironie correspondait à la nécessité où il était de se donner un air superficiel pour pouvoir rester en relation avec les hommes. Pour le penseur existentiel, la banalité et le superficiel sont en effet une nécessité vitale. Il s'agit de rester en contact avec les hommes, même si ceux-ci sont inconscients. Mais ce sont aussi des artifices pédagogiques. Les détours et les circuits de l'ironie, le choc de l'aporie, peuvent faire accéder au sérieux de la conscience existentielle, surtout s'il vient s'y ajouter, comme nous le verrons, la puissance d'éros. Socrate n'a pas de système à enseigner. Sa philosophie est tout entière exercice spirituel, nouveau mode de vie, réflexion active, conscience vivante. Peut-être faut-il donner une signification encore plus profonde à la formule socratique « je sais que je ne sais rien ». Ceci nous ramène à notre point de départ. Socrate dit qu'il n'est pas un sage. Sa conscience individuelle s'éveille dans ce sentiment d'imperfection et d'inachèvement. Sur ce point, Kierkegaard peut nous aider à comprendre toute la signification de la figure socratique. Kierkegaard affirme qu'il ne sait qu'une chose, c'est qu'il n'est pas chrétien. Il est intimement persuadé qu'il ne l'est pas, car être chrétien, c'est avoir un véritable rapport personnel et existentiel avec le Christ. C'est s'être pleinement approprié ce rapport, c'est l'avoir intériorisé dans une décision émanant des profondeurs du moi. Étant donné l'extrême difficulté de cette intériorisation, il n'y a pas de chrétien. Seul le Christ est chrétien. Du moins, celui qui a conscience de ne pas être chrétien est le meilleur chrétien, dans la mesure où il reconnaît qu'il n'est pas chrétien. La conscience de Kierkegaard, comme toute conscience existentielle, est donc divisée. Elle n'existe que dans la conscience qu'elle a de ne pas vraiment exister. Cette conscience kierkegaardienne, c'est la conscience socratique. Ô Socrate, tu avais le maudit avantage de pouvoir, grâce à ton ignorance, faire éclater que les autres étaient encore moins savants que toi. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient ignorants. Ton aventure est la mienne. On s'est exaspéré contre moi en me voyant capable de montrer que les autres sont encore moins chrétiens que moi pourtant si respectueux du christianisme que je vois et avoue que je ne suis pas chrétien. La conscience socratique est elle aussi divisée et déchirée, non par la figure du Christ, mais par la figure du sage, norme transcendante. La justice, nous l'avons vu, ne se définit pas, elle se vit. Tous les discours du monde ne pourront exprimer la profondeur de la décision de l'homme qui choisit d'être juste. Mais toute décision humaine est précaire et fragile. En choisissant d'être juste dans tel ou tel acte, l'homme a le pressentiment d'une existence qui serait juste d'une manière plénière. Ce serait celle du sage. Socrate a conscience de n'être pas sage. Il est non pas sophos, mais philosophos. Non pas un sage, mais quelqu'un qui désire la sagesse, parce qu'il en est privé.
Comme le dit excellemment Friedlander, l'ironie socratique exprime la tension entre l'ignorance, c'est-à-dire l'impossibilité d'exprimer avec des mots ce qu'est la justice, et l'expérience directe de l'inconnu, c'est-à-dire de l'existence de l'homme juste, dont la justice atteint le niveau divin. Comme Kierkegaard n'est chrétien que par sa conscience de n'être pas chrétien, Socrate n'est sage que par sa conscience de n'être pas sage. De ce sentiment de privation naît un immense désir. C'est pourquoi Socrate le philosophe revêtira pour la conscience occidentale les traits d'Éros, l'éternel vagabond en quête de la vraie beauté. Chapitre 2. Éros. On pourrait dire que Socrate est le premier individu de l'histoire de la pensée occidentale. Comme l'a bien souligné Werner Jaeger, la littérature socratique, notamment les œuvres de Platon et de Xénophon, en cherchant à faire le portrait littéraire de Socrate, s'efforce de faire sentir son originalité, son unicité. Ce besoin naît certainement de l'expérience extraordinaire que représente la rencontre avec une personnalité incomparable. C'est bien là, comme l'a remarqué Kierkegaard, le sens profond des expressions atopos, atopia, atopotatos, qui reviennent très souvent dans les dialogues de Platon pour décrire le caractère de Socrate, par exemple dans le Théétète. On dit que je suis atopotatos et que je ne crée que l'aporia. Le mot signifie étymologiquement hors de lieu, donc étrange, extravagant, absurde, inclassable, déroutant. Dans son éloge de Socrate, dans le banquet, Alcibiade insiste sur cette particularité. Il existe normalement, nous dit-il, des classes d'hommes, des types idéaux auxquels correspondent les individus. Par exemple, il y a le type grand général noble et courageux. Ses représentants sont, dans l'Antiquité homérique, Achille, et parmi les contemporains, le chef spartiate Brasidas. Il y a le type homme d'État, éloquent et avisé. Ses représentants sont, dans l'Antiquité homérique, le grec Nestor, le troyen Anténor, et parmi les contemporains, Périclès. Mais Socrate ne rentre dans aucune classe. On ne peut le comparer à aucun homme, conclut Alcibiade, tout au plus aux Silènes et aux Satyres. Oui, Socrate est l'individu, l'unique, cet individu si cher à Kierkegaard qu'il aurait voulu que l'on inscrivît sur son propre tombeau « Il fut l'individu ». Et pourtant, malgré ce caractère incomparable, nous allons voir Socrate revêtir les traits mythiques d'Éros. Il est vrai que ce sera un Éros conçu comme une projection de la figure de Socrate. Intimement lié à l'ironie du dialogue, il y a chez Socrate une ironie de l'amour qui conduit à des renversements des situations tout à fait analogues à ceux de l'ironie du discours. Rappelons tout de suite que l'amour qui est ici en question est l'amour homosexuel, précisément parce qu'il est un amour éducateur. Dans la Grèce du temps de Socrate, l'amour masculin est un souvenir et une survivance de l'éducation guerrière archaïque, dans laquelle le jeune noble se formait aux vertus aristocratiques dans le cadre d'une amitié virile sous la direction d'un aîné. La relation maître-disciple est conçue à l'époque sophistique sur le modèle de cette relation archaïque et s'exprime volontiers dans une terminologie érotique. La part de la rhétorique et de la fiction littéraire dans cette manière de parler ne doit jamais être oubliée. L'ironie amoureuse de Socrate consiste évidemment à feindre d'être amoureux, jusqu'à ce que celui qu'il poursuit de ses assiduités, par le renversement de l'ironie, devienne lui-même amoureux. C'est ce que raconte Alcibiade dans son éloge de Socrate. Trompé par les nombreuses déclarations que lui a faites Socrate, Alcibiade, croyant que c'est sérieux, a invité un soir Socrate pour le séduire. Il s'est glissé dans son lit, il l'a enlacé, et voilà que Socrate est resté parfaitement maître de soi et ne s'est pas du tout laissé séduire. Depuis ce temps, dit Alcibiade, c'est moi qui suis réduite en esclavage, je suis dans l'état d'un homme mordu par une vipère.
car c'est au cœur ou à l'âme ou de quelque autre nom qu'il faille appeler cela. C'est là que m'ont atteint la dent, la morsure des discours philosophiques. Quand je l'entends, le cœur me bat bien plus qu'aux corybantes dans leur transport. Ces paroles me font couler mes larmes. Je ne suis pas le seul envers qui il se soit conduit de la sorte, mais également Charmide, Eutydème, et d'autres en très grand nombre qu'il berne en faisant l'amoureux, alors qu'il tient plutôt le rôle du bien-aimé que celui de l'amant. Quel meilleur commentaire à ce texte que celui de Kierkegaard. On devrait peut-être l'appeler en ce sens un séducteur. Il fascinait la jeunesse, éveillait en elle des aspirations qui ne satisfaisaient pas. Il les trompait tous, comme il trompait Alcibiade. Il attirait les jeunes gens, mais quand ils se tournaient vers lui, quand ils voulaient trouver près de lui le repos, alors il était parti. Alors le charme était passé. Alors il sentait les profondes douleurs de l'amour malheureux. Alors il sentait qu'ils avaient été trompés, que ce n'était pas Socrate qui les aimait, mais eux qui aimaient Socrate. L'amour ironique de Socrate consiste donc à feindre d'être amoureux. Dans l'ironie dialectique, Socrate faisait semblant, en posant ses questions, de désirer que son interlocuteur lui communiquât son savoir ou sa sagesse. Mais en fait, l'interlocuteur découvrait dans ce jeu de questions et de réponses qu'il était incapable de remédier à l'ignorance de Socrate, car en fait, il n'avait ni savoir ni sagesse à donner à Socrate. C'était donc à l'école de Socrate, c'est-à-dire en fait à l'école de la conscience du non-savoir, que l'interlocuteur désirait se mettre. Dans l'ironie amoureuse, Socrate fait semblant, par ses déclarations amoureuses, de désirer que celui qu'il feint d'aimer lui livre non plus son savoir, mais sa beauté corporelle. Situation compréhensible, Socrate n'est pas beau, le jeune homme est beau. Mais cette fois, l'aimé ou prétendu tel découvre, par l'attitude de Socrate, qu'il est incapable de satisfaire l'amour de Socrate, car il n'a pas en lui de vraie beauté. Découvrant alors ce qui lui manque, il devient amoureux de Socrate, c'est-à-dire non pas de la beauté, car Socrate n'en a pas, mais de l'amour, qui est, selon la définition donnée par Socrate dans le banquet, le désir de la beauté dont on est privé. Ainsi, être amoureux de Socrate, c'est être amoureux de l'amour. C'est là précisément le sens du banquet de Platon. Le dialogue est construit de manière à faire deviner l'identité entre la figure d'Éros et celle de Socrate. Platon imagine que, selon la coutume, tous les convives, en allant de gauche à droite, vont prononcer à tour de rôle l'éloge d'Éros. C'est ce que font successivement Phèdre et Pausanias, puis le médecin Éryximaque, le poète comique Aristophane, le poète tragique Agathon. Quant à Socrate, lorsque son tour est venu, il ne prononce pas directement l'éloge de l'amour. Ce serait contraire à sa méthode. Mais il rapporte l'entretien qu'il eut jadis avec Diotime, la prêtresse de Mantinée, qui lui raconta le mythe de la naissance d'Éros. Normalement, le dialogue devrait se terminer là, mais brusquement fait irruption dans la salle du festin Alcibiade, couronné de violettes et de feuilles de lierre et passablement ivre. Il se soumet quand même à la loi du banquet, mais au lieu de faire l'éloge d'Éros, il prononce celui de Socrate. Ici, l'identité entre Socrate et Éros n'est pas seulement marquée par le fait que l'éloge de Socrate prend rang à la suite et dans la ligne des éloges d'Éros déjà prononcés, mais également par le fait que les traits communs au portrait d'Éros tracé par Diotime et au portrait de Socrate tracé par Alcibiade sont nombreux et significatifs. Le jour de la naissance d'Aphrodite, raconte Diotime, il y eut banquet chez les dieux. À la fin du repas, Peña, c'est-à-dire pauvreté, privation, vint pour mendier. Elle vit alors Poros, c'est-à-dire moyen, expédient, richesse, enivrée par le nectar et endormie dans le jardin de Zeus. Pour remédier à son dénuement, Peña décida d'avoir un enfant de Poros. Elle s'étendit près de Poros endormi et conçut ainsi l'amour. Cette généalogie d'Éros
va permettre à Diotime de faire son portrait d'une manière si subtile que cette description pourra être interprétée à plusieurs niveaux. Tout d'abord, conformément à la lettre du mythe, nous reconnaissons dans Eros des traits de son père et des traits de sa mère. Du côté paternel, il tient son esprit inventif et rusé, son euphoria. Du côté maternel, il tient son état de pauvre et de mendiant, son aporia. Une certaine conception de l'amour se fait jour à travers cette description. Alors que les autres convives ont décrit Eros d'une manière idéalisée, Socrate rapporte l'entretien qu'il eut avec Diotime pour restaurer une vision plus réaliste de l'amour. L'amour n'est pas beau, comme l'aurait voulu le poète tragique Agathon. Sans cela, il ne serait plus l'amour, car Eros est essentiellement désir, et on ne peut désirer que ce dont on est privé. Eros ne peut être beau. Fils de Pénia, il est privé de la beauté, mais fils de Poros, il sait remédier à cette privation. Agathon a confondu l'amour avec son objet, c'est-à-dire avec l'aimer. Mais pour Socrate, l'amour est amant. Ce n'est donc pas un dieu, comme le pensent la plupart des gens, mais seulement un daimon, un être intermédiaire entre le divin et l'humain. C'est pourquoi la description d'Eros par Diotime a quelque chose de comique. On y reconnaît le genre de vie harassant auquel condamne l'amour. C'est le fameux thème « militat omnis amans ». L'amoureux monte la garde à la porte de l'aimé, passe la nuit à la belle étoile. C'est un mendiant et un soldat. Mais aussi, il est fertile en invention, sorcier, magicien, habile discoureur, parce que l'amour rend ingénieux. Pour lui, découragement et espoir, besoin et satiété se succèdent sans interruption avec les succès et les échecs de son amour. C'est Eros le vaurien, l'effronté, têtu, bavard, sauvage, ce vrai monstre dont la poésie grecque jusqu'à la période byzantine se plaira à raconter les méfaits. Mais dans cette figure de l'Éros chasseur, Platon, avec une étonnante maîtrise, fait apparaître les traits de Socrate, c'est-à-dire du philosophe. Eros, nous dit Diotime, loin d'être délicat et beau comme le pense Agathon, est toujours pauvre, rude, malpropre, va-nu-pied. Le Socrate dont Alcibiade fait l'éloge est lui aussi va-nu-pied, couvert d'un manteau grossier qui le protège mal du froid de l'hiver. Et nous apprenons, dans le contexte du dialogue, que Socrate s'est exceptionnellement baigné pour venir au banquet. Les poètes comiques se gausseront de ses pieds nus et de son vieux manteau. Cette figure de Socrate comme Eros mendiant, ce sera celle du philosophe cynique, celle de Diogène, errant sans feu ni lieu avec son manteau et sa besace, ce Socrate furieux, comme semble-t-il il se définissait lui-même. Ainsi que l'a remarqué Friedlander, cet Eros aux pieds nus évoque aussi l'homme primitif, tel que le décrivent le Protagoras et la République. Nous sommes ainsi ramenés à la figure de Silène, c'est-à-dire de l'être purement naturel, de la force primitive antérieure à la culture et à la civilisation. Il n'est pas indifférent que cette composante fasse partie du complexe portrait de Socrate-Eros, car elle correspond bien à ce renversement des valeurs que provoque la conscience socratique. Pour celui qui prend souci de son âme, l'essentiel ne se situe pas dans les apparences, dans le costume ou le confort, mais dans la liberté. Pourtant, Diotime nous dit aussi qu'Eros a des traits de son père. Il tend des pièges aux nobles âmes, car il est hardi, effronté, endurant. C'est un dangereux chasseur, sans cesse en train de trouver quelques ruses, désireux d'être habile, plein de ressources, Porimos, méditant sans cesse quelques stratagèmes, terrible sorcier, magicien et sophiste. On croirait entendre le Strepsiade des nuées d'Aristophane, décrivant ce qu'il espère devenir grâce à l'éducation socratique, hardi, beau parleur, effronté, impudent, jamais à court de parole, un vrai renard. Dans son éloge de Socrate, Alcibiade le traite d'impudent Silène,
Et déjà avant lui, Agathon a gratifié lui aussi Socrate de cette épithète d'hybriste. Pour Alcibiade, Socrate est un magicien, un beau parleur, habile à attirer l'attention des beaux garçons. Quant à la robustesse d'Eros, on la retrouve dans le portrait de Socrate aux armées que trace Alcibiade. Il résiste au froid, à la faim, à la peur, tout en étant capable de supporter aussi bien le vin que la méditation prolongée. Lors de la retraite de Délion, raconte Alcibiade, Socrate marchait avec autant d'aisance que s'il l'avait été dans les rues d'Athènes, avec cette allure que décrit Aristophane quand il le représente, se pavanant, donnant des coups d'œil en biais, les pieds nus, malgré ce que cela peut avoir de pénible, et le front austère. Voici donc un portrait de Socrate-Eros qui n'est pas très flatteur. Évidemment, nous sommes en pleine ironie platonicienne, sinon socratique. Mais cette figure n'en a pas moins une profonde signification psychologique. Eros est un daimon, comme nous dit Diotime, c'est-à-dire un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Mais la situation d'intermédiaire est bien inconfortable. Le démon Eros que nous décrit Diotime est indéfinissable et inclassable, comme Socrate, la topos. Il n'est ni dieu, ni homme, ni beau, ni laid, ni sage, ni insensé, ni bon, ni mauvais. Mais il est désir, parce que, comme Socrate, il a conscience de ne pas être beau et de ne pas être sage. C'est pourquoi il est philosophe, amoureux de la sagesse, c'est-à-dire désireux d'atteindre un niveau d'être qui serait celui de la perfection divine. Dans la description qu'en donne Diotime, Eros est ainsi désir de sa propre perfection, de son vrai moi. Il souffre d'être privé de la plénitude de l'être et aspire à l'atteindre. Aussi, lorsque les autres hommes aiment Socrate Eros, lorsqu'ils aiment l'amour révélé par Socrate, ce qu'ils aiment en Socrate, c'est cette aspiration, c'est cet amour de Socrate pour la beauté et la perfection de l'être. Ils trouvent donc en Socrate le chemin vers leur propre perfection. Comme Socrate, Eros n'est qu'un appel, une possibilité qui s'ouvre, mais il n'est pas la sagesse, ni la beauté en soi. Il est vrai que les silènes dont parle Alcibiade se révèlent, si on les ouvre, remplis de statues de Dieu. Mais les silènes eux-mêmes ne sont pas les statues. Ils s'ouvrent seulement pour permettre de les atteindre. Poros, le père d'Eros, signifie étymologiquement passage, accès, issue. Socrate n'est qu'un silène qui s'ouvre sur quelque chose qui est au-delà de lui. Tel est le philosophe, un appel à l'existence. Socrate dit ironiquement au bel Alcibiade « Si tu m'aimes, c'est que tu as dû apercevoir en moi une beauté extraordinaire qui ne ressemble en rien à la grâce des formes qui sont en toi. Mais examine les choses avec plus de soin, de peur de te méprendre sur moi et sur mon néant réel. » Socrate met ainsi Alcibiade en garde. En aimant Socrate, il n'aime qu'Eros, le fils de Pénia et de Poros, et non pas Aphrodite. Mais s'il l'aime, c'est qu'il pressent que Socrate lui ouvre un chemin vers une beauté extraordinaire qui transcende toutes les beautés terrestres. Les vertus de Socrate, ces statues de Dieu cachées dans le silène ironique, ces vertus de Socrate qu'admire Alcibiade, ne sont qu'un reflet, un avant-goût de la sagesse parfaite que Socrate désire et que désire Alcibiade à travers Socrate. Nous retrouvons donc ainsi dans l'éros socratique la même structure fondamentale que dans l'ironie socratique, une conscience dédoublée qui ressent passionnément qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. C'est de ce sentiment de séparation et de privation que naît l'amour. Ce sera toujours un des grands mérites de Platon d'avoir su, en inventant le mythe de Socrate-Eros, introduire la dimension de l'amour, du désir et de l'irrationnel dans la vie philosophique. Il y a tout d'abord l'expérience même du dialogue, si typiquement socratique, cette volonté de tirer au clair ensemble un problème qui passionne les deux interlocuteurs. En dehors du mouvement dialectique du logos, ce chemin parcouru ensemble entre Socrate et l'interlocuteur, cette volonté commune de se mettre d'accord, sont déjà de l'amour,
Et la philosophie réside bien plus dans cet exercice spirituel que dans la construction d'un système. La tâche du dialogue consiste même essentiellement à montrer les limites du langage, l'impossibilité pour le langage de communiquer l'expérience morale et existentielle. Mais le dialogue lui-même, en tant qu'événement, en tant qu'activité spirituelle, a déjà été une expérience morale et existentielle. C'est que la philosophie socratique n'est pas élaboration solitaire d'un système, mais éveil de conscience, accession à un niveau d'être qui ne peuvent se réaliser que dans une relation de personne à personne. Eros, lui aussi, comme Socrate l'ironique, n'enseigne rien, car il est ignorant. Il ne rend pas plus savant, mais il rend autre. Lui aussi est maïeutique. Il aide les âmes à s'engendrer elles-mêmes. Il y a quelque chose de très émouvant à retrouver tout au long de l'histoire le souvenir de l'éros socratique. Par exemple, dans l'Alexandrie du IIIe siècle après Jésus-Christ, le chrétien Grégoire le Thaumaturge fera l'éloge de son maître Origène dans ces termes. « Telle une étincelle lancée au milieu de nos âmes, voici que s'allumait et s'embrasait en nous l'amour pour le Logos, et l'amour pour cet homme, ami et interprète de ce Logos. Cet homme, dit-il plus loin, qui savait à la manière de Socrate nous dompter comme des chevaux sauvages par son élanctique. » Comme l'a montré Bertram, en des pages magnifiques, c'est cette tradition de l'éros socratique, cette tradition du démonisme éducateur que nous retrouvons chez Nietzsche. 3 formules, selon Bertram, expriment parfaitement cette dimension érotique de la pédagogie, celle de Nietzsche lui-même. De l'amour seul naissent les vues les plus profondes. Celle de Goethe, on n'apprend que de qui on aime. Et celle d'Hölderlin, avec amour, le mortel donne le meilleur de soi. 3 formules qui montrent que c'est dans l'amour réciproque que l'on accède à la vraie conscience. Cette dimension de l'amour, du désir, mais aussi de l'irrationnel, c'est, pourrait-on dire en reprenant le vocabulaire de Goethe, le démonique. Cette dimension, Platon l'avait rencontrée en Socrate lui-même. Le daimon de Socrate, c'était, nous le savons, cette inspiration qui s'imposait parfois à lui d'une manière tout à fait irrationnelle, comme un signe négatif lui interdisant de faire telle ou telle action. C'était en quelque sorte son caractère propre, son vrai moi. Cet élément irrationnel de la conscience socratique n'est probablement pas étranger d'ailleurs à l'ironie socratique. Si Socrate affirmait ne rien savoir, c'est peut-être qu'il s'en remettait dans l'action à son propre daimon et qu'il avait confiance dans le daimon de ses interlocuteurs. Quoi qu'il en soit, et Hillman a bien insisté sur ce point en 1966, c'est très probablement parce que Platon avait rencontré en Socrate un homme démonique qu'il a pu donner à Socrate la figure du grand daimon Eros. Comment décrire cette dimension du démonique ? Notre meilleur guide en cette matière ne peut être que Goethe, qui toute sa vie fut fasciné et inquiété par le mystère du démonique. C'est d'ailleurs probablement dans les Sokratische Denkwürdigkeiten de Hamann qu'il avait eu sa première rencontre avec le démonique en la personne du daimon de Socrate lui-même, ce Socrate qui fascinait tellement Goethe que, dans une lettre à Herder en 1772, nous lisons ce cri extraordinaire. « Être un jour et une nuit Alcibiade, et puis mourir. » Le démonique de Goethe a tous les traits ambivalents et ambigus de l'éros socratique. C'est, nous dit-il au 20e livre de Poésie et Vérité, une force qui n'est ni divine, ni humaine, ni diabolique, ni angélique, qui sépare et qui unit tous les êtres. Comme l'éros du banquet, on ne peut la définir que par des négations simultanées et opposées, mais c'est une force qui donne à ceux qui la possèdent une puissance incroyable sur les êtres et les choses. Le démonique représente dans l'univers la dimension de l'irrationnel, de l'inexplicable, une sorte de magie naturelle.
Cet élément irrationnel est la force motrice indispensable à toute réalisation. C'est la dynamique aveugle mais inexorable qu'il faut savoir utiliser mais à laquelle on ne peut échapper. Du daimon de l'individu, Goethe a dit dans les Urworte « Ainsi faut-il que tu sois, à toi-même tu ne peux échapper. Et aucun temps et aucune puissance ne morcelle la forme signée qui en vivant se développe. » Chez Goethe, les êtres qui représentent le plus cet élément démonique apparaissent avec des traits de l'éros du banquet. Comme l'a bien montré Rahab, cela est vrai tout spécialement de Mignon. Comme Eros, Mignon est indigente et aspire à la pureté et à la beauté. Ses vêtements sont pauvres et grossiers, tandis que ses dons musicaux révèlent sa richesse intérieure. Comme Eros, elle couche sur la terre nue ou sur le seuil de la maison de Wilhelm Meister. Et comme Eros, elle est la projection, l'incarnation de la nostalgie que Wilhelm éprouve pour une vie supérieure. L'Ottilie des affinités électives est elle aussi un être démonique. Elle est présentée comme une force naturelle, puissante, étrange, fascinatrice. Sa relation profonde avec Eros est plus discrètement indiquée que dans le cas de Mignon, mais elle est tout aussi réelle. Il faudrait aussi évoquer la figure hermaphrodite d'Homonculus, que le second acte du second Faust met si clairement en rapport avec Eros. Élément ambigu, ambivalent, indécis, le démonique n'est ni bon ni mauvais. Seule la décision morale de l'homme lui donnera sa valeur définitive. Mais cet élément, irrationnel et inexplicable, est inséparable de l'existence. On ne peut éluder la rencontre avec le démonique, le jeu dangereux avec Eros. Chapitre 3. Dionysos. Il nous faut maintenant revenir à cette étrange haine amoureuse de Nietzsche pour Socrate. Il est vrai que sur ce point, Bertram a dit l'essentiel, mais peut-être peut-on mieux comprendre l'attitude complexe de Nietzsche en considérant certains éléments moins remarqués de la figure de Socrate dans le banquet. Nietzsche connaissait bien l'étrange séduction exercée par Socrate. Ce charmeur de rats, disait-il, cet Athénien malicieux et amoureux qui faisait trembler et sangloter les jeunes gens les plus pleins d'eux-mêmes. Il cherchait à démontrer le mécanisme de cette séduction. J'ai donné à entendre en quoi Socrate pouvait paraître repoussant. Il n'en est que plus nécessaire d'expliquer qu'il ait pu fasciner. Il propose ainsi plusieurs explications. Socrate, avec sa dialectique, a flatté le goût de la lutte chez les Grecs. Il a été érotique. Il a compris le rôle historique qu'il pouvait jouer en apportant le remède de la rationalité dans la décadence des instincts. À vrai dire, toutes ces explications n'ont rien de fascinant, mais Nietzsche en propose une plus profonde. La séduction exercée par Socrate sur toute la postérité proviendrait de son attitude devant la mort, plus spécialement encore du caractère quasi volontaire de sa mort. Dès son premier ouvrage, La naissance de la tragédie, Nietzsche réunit en une image grandiose les dernières pages du Phédon et du banquet. C'est Socrate lui-même qui, en toute lucidité, sans le frisson naturel qui saisit l'homme devant la mort, semble avoir obtenu d'être condamné à mort et non à l'exil. Il y est allé avec le calme que lui prête la description de Platon lorsque, dernier de tous les convives, il quitte le banquet aux toutes premières lueurs de l'aube pour commencer une nouvelle journée. Cependant que, derrière lui, sur les bancs et sur le sol, les convives ensommeillés restent en arrière à rêver de Socrate, le véritable érotique. Socrate mourant devint l'idéal nouveau, jamais rencontré auparavant de l'élite de la jeunesse. Nietzsche a pressenti et entrevu dans la fin du banquet de Platon un symbole de la mort de Socrate. Certes, les mots de Platon sont très simples.
Seuls Agathon, Aristophane et Socrate continuaient à rester éveillés et à boire dans une grande coupe qu'ils se passaient de gauche à droite. Socrate s'entretenait donc avec eux, il les contraignait progressivement à reconnaître qu'il n'appartient au même homme d'être capable de composer comédie et tragédie. Ce fut Aristophane qui s'endormit le premier, puis Agathon, alors qu'il faisait jour déjà. Socrate se leva et partit. Il prit le chemin du lycée, et après quelques ablutions, il passa ainsi qu'il l'aurait fait une autre fois le reste de la journée. De cette sobre page, les poètes ressentent le symbolisme ambigu. C'est la figure de Socrate mourant que Meyer entrevoit dans cette aube où seul le philosophe reste éveillé. Alors que ses amis buvaient avec Socrate, et que les têtes déjà s'inclinaient sur les coussins, entra un jeune homme, je puis m'en souvenir, accompagné de 2 frêles joueuses de flûte. Des calices nous vidons les dernières gouttes. Fatigués du dialogue, les lèvres se taisent, autour des couronnes fanées erre un chant. Silence. Les flûtes font retenir la berceuse de la mort. C'est au contraire la figure de Socrate amoureux de la vie qui apparaît ici aux yeux d'Hölderlin. Mais à chacun sa mesure, lourd est le poids du malheur, plus lourd encore le bonheur. Il y eut un sage, cependant, qui sut demeurer lucide au banquet, de midi jusqu'au cœur de la nuit et jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Et telle est bien l'énigme que Socrate pose à Nietzsche. Pourquoi Socrate, amoureux de la vie, paraît-il dans sa volonté de mort haïr l'existence? Car Nietzsche connaît et aime le Socrate amoureux de la vie. Si tout va bien, écrit-il dans Le Voyageur et son ombre, le temps viendra où l'on préférera, pour se perfectionner en morale et en raison, recourir au mémorable de Socrate, le livre le plus attirant de la littérature grecque, disent les Inédits de juillet 1879, plutôt qu'à la Bible, où l'on se servira de Montaigne et d'Horace comme de guide sur la voie qui mène à la compréhension du sage et du médiateur le plus simple et le plus impérissable de tous, Socrate. C'est à lui que ramènent les chemins des modes de vie philosophiques les plus divers. Sur le fondateur du christianisme, l'avantage de Socrate est le sourire qui nuance sa gravité et cette sagesse pleine d'espièglerie qui fait à l'homme le meilleur état d'âme. Cette sagesse pleine d'espièglerie, c'est celle de Socrate, dansant, qui apparaît dans le banquet de Xénophon. C'est celle de ce Socrate plaisantant et ironique qui met en scène les dialogues de Platon. C'est ce philosophe amoureux de la vie dont parle Hölderlin dans son poème « Socrate et Alcibiade ». Pourquoi, divin Socrate, rendre de tels hommages à ce jeune homme? Ne connais-tu rien de plus grand? Pourquoi le contemples-tu avec amour comme on contemple les dieux? La pensée la plus profonde aime la vie la plus vivante. C'est après avoir percé le monde de ses regards que l'on peut comprendre la noble jeunesse. Et les sages, bien souvent, finissent par s'attacher à la beauté. Dans Schopenhauer comme éducateur, cette figure du Socrate amoureux du plus vivant viendra recouvrir celle de Schopenhauer. Parlant de la gaieté du sage, c'est au vers d'Hölderlin qu'il recourt pour en faire la description dans ces lignes extraordinaires. Rien de plus joyeux ni de meilleur ne peut être accordé à l'homme que d'approcher de l'un de ces victorieux qui, pour s'être adonnés aux pensées les plus profondes, n'en aiment que mieux la réalité la plus vivante et qui, vers la fin de leur vie, sont assez sages pour s'intéresser surtout au beau. Ils se meuvent et vivent vraiment. C'est pourquoi nous retrouvons enfin à leur contact une impression d'humanité et de naturel. Et nous voudrions nous exclamer avec Goethe « Quelle chose magnifique et délicieuse qu'un être vivant ! Qu'il est bien adapté à sa condition, qu'il est vrai, qu'il est existant !» Un Socrate musicien. Nietzsche avait cru en pressentir la venue dans la naissance de la tragédie.
Répondant à l'appel des divinités qui, dans ses rêves, avaient invité le philosophe à se consacrer à la musique, cette figure de Socrate musicien réconcilierait la lucidité ironique de la conscience rationnelle et l'enthousiasme démonique. Ce serait vraiment l'homme tragique, disent les inédits. Dans ce Socrate musicien, Nietzsche projette son propre rêve, sa nostalgie d'une réconciliation entre Apollon et Dionysos. Et dans Socrate mourant, Nietzsche voit encore se refléter son propre drame. Socrate a voulu mourir, et en mourant, il a prononcé cette parole énigmatique. « Ô Criton, je dois un coq à Asclépios. » Comme si, guéri de quelque maladie, il était redevable de quelque chose au dieu de la santé. Dernière parole grotesque et terrible, s'écrie Nietzsche, qui signifie, pour quiconque a des oreilles, « Ô Criton, je dois un coq à Asclépios. » Comme si, guéri de quelque maladie, il était redevable de quelque chose au dieu de la santé. Dernière parole grotesque et terrible, s'écrie Nietzsche, qui signifie pour quiconque a des oreilles, « Ô Criton, l'existence est une maladie. Est-ce possible ? Un homme de sa trempe, un tel homme n'était pessimiste. Il s'était contenté seulement de faire bon visage à la vie, et pendant toute cette vie, il avait dissimulé son dernier verdict, son sentiment le plus profond. Socrate. Socrate a souffert de la vie. Et, à la fin, il s'est vengé d'elle par ce mot voilé, effrayant, ce pieux blasphème. Je voudrais qu'il fût resté silencieux jusqu'au dernier moment de sa vie. Peut-être alors se classerait-il dans un rang supérieur d'esprit. Comme l'a admirablement montré Bertram, ici Nietzsche laisse deviner son secret, son propre doute intime, le drame de son existence. Lui, Nietzsche, qui a voulu être le chantre de la joie d'exister et de vivre, ne soupçonne-t-il pas, ne craint-il pas, lui aussi, finalement, que l'existence ne soit qu'une maladie ? Socrate a trahi ce secret. Il laisse entendre ce qu'il pense de la vie terrestre. Mais Nietzsche veut appartenir à une classe supérieure d'esprit, ceux qui savent faire taire ce secret effrayant. Son dithyrambe enflammé, dionysaque sur la vie, et rien que la vie, écrit Bertram, n'était-il que la forme de silence sous laquelle un grand éducateur de la vie ne croyait pas à la vie ? Dans un dernier renversement, le crépuscule des idoles fournit une nouvelle interprétation de la dernière parole de Socrate. La maladie dont Socrate va être guéri, ce n'est plus la vie tout court, mais le genre de vie que menait Socrate. Socrate n'est pas un médecin, s'est-il murmuré à lui-même. La mort seule est un médecin. Socrate, lui, n'a fait qu'être longtemps malade. Cette fois, ce serait la lucidité socratique, la morale socratique qui serait la maladie qui ronge la vie. Mais ici encore, cette maladie de Socrate ne serait-ce pas la maladie de Nietzsche lui-même, sa lucidité qui dissout les mythes, sa conscience impitoyable? La haine amoureuse de Nietzsche à l'égard de Socrate est bien identique à la haine amoureuse que Nietzsche éprouve à l'égard de lui-même. Et l'ambiguïté de la figure de Socrate chez Nietzsche n'est-elle pas fondée finalement sur l'ambiguïté de la figure centrale de la mythologie nietzschéenne, celle de Dionysos, le dieu de la mort et de la vie? D'une manière finalement assez mystérieuse pour nous, Platon, dans Le Banquet, a placé toute une constellation de symboles dionysiaques autour de la figure de Socrate. On pourrait même appeler le dialogue tout entier le jugement de Dionysos, puisqu'Agathon déclare à Socrate que, pour ce qui est de savoir si c'est lui ou Socrate qui possède le plus de sagesse, ils s'en remettront au jugement de Dionysos, c'est-à-dire que c'est celui qui boira le plus et le mieux qui gagnera cette compétition de Sophia, de sagesse et de savoir, placée sous le signe du dieu du vin. Plus tard, Alcibiade, faisant irruption dans la salle du banquet, apparaît couronné de violettes et de feuilles de lierre comme Dionysos. À peine entré,
Alcibiade place autour de la tête de Socrate une couronne de bandelettes, comme il est d'usage de le faire pour le vainqueur d'un concours de poésie. Or, Dionysos est le dieu de la tragédie et de la comédie. Faisant l'éloge de Socrate, Alcibiade compose lui-même ce que Socrate appelle ensuite un drame de satire et de Silène, puisque c'est à ces êtres qu'il a comparé Socrate. Or, satire et Silène forment le cortège de Dionysos, et le drame satirique avait originellement pour centre la passion de Dionysos. Dans la scène finale, Socrate reste seul avec Agathon, le poète tragique, et Aristophane, le poète comique, et les contraint progressivement à admettre que c'est au même homme qu'il appartient d'être poète tragique et poète comique. Or, Agathon avait dit dans son éloge d'Eros que l'amour est le plus grand des poètes. Ainsi, Socrate, qui excelle dans le domaine d'Eros, excelle aussi dans celui de Dionysos. D'ailleurs, il est incomparable pour supporter le vin, et il gagne la compétition de sagesse grâce au jugement de Dionysos, puisqu'il est resté seul éveillé à la fin du banquet. Faut-il aussi reconnaître un trait dionysiaque dans les longues extases, les ravissements que par 2 fois mentionne le dialogue? Il y a donc, dans le banquet de Platon, d'une manière qui semble consciente et voulue, tout un ensemble d'allusions au caractère dionysiaque de la figure de Socrate, qui culmine dans la scène finale du dialogue dans laquelle Socrate, le meilleur poète et le meilleur buveur, triomphe dans le jugement de Dionysos. Il n'est donc pas étonnant que, paradoxalement, secrètement, inconsciemment peut-être, la figure de Socrate vienne coïncider finalement, chez Nietzsche, avec la figure de Dionysos. À la fin de « Par-delà bien et mal », Nietzsche dédie à Dionysos un extraordinaire éloge du génie du cœur, et dans le « Ecce Homo », il répète ce texte pour illustrer sa maîtrise psychologique, tout en refusant, cette fois, de dire à qui il s'adresse. Dans cet hymne résonne en quelque sorte un écho du Veni Sancte Spiritus, du vieil éloge médiéval de cet esprit saint dont, aux yeux de Hamann, le démon de Socrate était une figure. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, regie quod est devium. Le génie du cœur a la merveilleuse délicatesse d'assouplir, de réchauffer, de redresser. Dans ce portrait du directeur d'âme au pouvoir démonique, Nietzsche voulait décrire l'action de Dionysos. Mais comme l'a soupçonné Bertram, ne pensait-il pas aussi, consciemment ou inconsciemment, à Socrate, lorsqu'il prononçait cet éloge qui nous donnera notre conclusion, puisqu'il réunit admirablement tous les thèmes de notre exposé. Le génie du cœur, tel que le possède ce grand mystérieux, ce Dieu tentateur, né pour être le charmeur de rats des consciences, dont la voix sait descendre jusqu'au monde souterrain de chaque âme, qui ne dit pas un mot, ne jette pas un regard ou ne se cache une intention secrète de séduire. Le génie du cœur qui impose silence aux braillards et aux fats, et leur enseigne à écouter, qui polit les âmes rugueuses et leur fait goûter un désir nouveau, celui de demeurer lisse et immobile, comme un miroir, pour refléter le ciel profond. Après son attouchement, chacun repart enrichi, non d'un présent reçu par grâce ou par surprise, ni d'une félicité étrangère dont il se sentirait oppressé, mais plus riche de soi-même, renouvelé à ses propres yeux, caressé et mis à nu par le souffle tiède du dégel, peut-être aussi plus incertain, plus vulnérable, plus fragile, plus brisé, plein d'espérances qui n'ont pas encore de nom.